Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. On a là du lourd, on a du très lourd. Il y a quelques jours sur la chaîne, vous avez pu voir la vidéo de déballage du nouvel iPhone 14 Pro. J'avais testé déjà par le passé de l'iPhone 12 Pro, j'avais testé il y a très longtemps maintenant l'iPhone 11, l'iPhone XR même, je crois que c'était le premier iPhone sur la chaîne de mémoire. On avait vu ensemble du 12 mini, du 13 mini, le 13 Pro je l'ai eu à titre perso, mais j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne à propos du 13 Pro, qui était un peu moyen, on va dire oubliable. C'était pas un iPhone très mémorable. Par contre cette année, on a une vraie nouveauté, on a plusieurs nouveautés même, on a des choses vraiment intéressantes sur ce nouveau 14 Pro. Alors attention, petite précision avant de partir dans le vif du sujet, le 14 tout court pour moi c'est une grosse déception. Très peu de nouveautés sur le 14, qui n'est ni plus ni moins qu'un iPhone 13 dans lequel ils ont ajouté 2-3 toutes petites nouveautés. Là, le 14 Pro, pour le coup, c'est vraiment quelque chose, un step important pour moi, en tout cas de mon point de vue. J'ai plein de choses à vous dire à propos de cet iPhone 14 Pro. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, donc pour moi, cet iPhone 14 Pro est une vraie nouveauté. En tout cas, il apporte réellement des choses dans la gamme iPhone de chez Apple. Alors évidemment, si vous êtes anti-iPhone, si vous êtes pro-Android, il y a beaucoup de choses que je vais dire dans cette vidéo qui vont vous déplaire. À titre personnel, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, et a fortiori si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'utilise des iPhones à titre perso, c'est-à-dire le téléphone que j'emmène avec moi partout, c'est un iPhone. J'ai souvent un smartphone de test aussi, donc j'ai souvent deux téléphones avec moi. Et l'iPhone, évidemment, depuis l'iPhone 4S, en gros, il me suit depuis ces temps-là, 2011 de mémoire. Et c'est vrai que j'ai quasiment eu tous les iPhones. Dès qu'il y en a un qui sort un nouveau, sauf les SE, là, les derniers, les iPhone SE m'intéressent pas beaucoup. Mais voilà, on a beau apprécier Android, on peut aussi apprécier iOS. J'ai l'écosystème Apple partout avec moi, mon Apple Watch, évidemment, j'ai un MacBook à la maison, j'ai aussi une Apple TV, donc je suis envahi d'Apple, comme vous le voyez derrière, j'ai eu des iMac il y a très longtemps, j'adore l'iMac G3, mais c'est vrai que les iPhones, ils sont parfois un peu décevants, hein. Hormis toutes les polémiques, c'est cher, blablabla, on n'est pas des moutons, tout ça. Si on redescend sur Terre et si on prend le téléphone objectivement, déjà les iPhones sont très intéressants de par le système d'exploitation, on va y revenir sur ce modèle, et souvent par la qualité de fabrication, même si, comme je le disais, il y a parfois des modèles assez passables. J'ai eu pendant quelques mois l'iPhone 13 Pro, c'est le téléphone que j'avais il y a encore pas longtemps quand j'ai fait le test du Google Pixel 6a, du Nothing Phone, etc. Donc le 13 Pro, j'ai utilisé quelques mois, c'était un très bon téléphone. Si on vous en offre un ou si vous en avez un pour pas cher, allez-y, le 13 Pro c'est un très bon téléphone, il n'y a pas de souci. Mais il apportait pas grand-chose par rapport au 12 Pro. C'était le même design, c'était plus ou moins la même qualité photo, plus ou moins le même système d'écran, de recharge. Il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Sur ce 14 Pro, on a quand même des choses très intéressantes. J'ai passé quelques jours en sa compagnie, on est à plusieurs jours maintenant. Je pense avoir assez de recul pour en parler, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce test. Je vous encourage vivement à regarder la vidéo de déballage si ce n'est pas encore fait. Et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Alors d'habitude, je vous parle du design, on va en parler juste après du design. Dans un premier temps, je vais vous parler pour moi de la principale nouveauté, du principal point positif de ce smartphone. Je ne parlerai pas du prix pour l'instant, on va en parler à la fin. Je sais que très souvent dans mes vidéos où je teste des smartphones Android, je vous parle tout le temps du rapport prix-prestation. Évidemment, il y a Siri qui me parle. Évidemment, quand on teste un smartphone Android à 100 €, on est moins exigeant que quand on teste un smartphone Android à 1000 €. Je suis bien d'accord avec ça. Là, on part du postulat que le téléphone coûte très cher, mais on va pas remettre ça tout le temps parce que sinon, ça sert même pas, ça sert à rien de faire la vidéo. Donc, comme je vous le disais, pour moi, le point principal, le point positif principal du téléphone, c'est son écran. Évidemment, dans un instant, je vais vous parler du système de notification, la Dynamic Island. Alors, si vous êtes un pro Android, vous rigolez déjà de « quelle nouveauté !» Bon, ok, mais honnêtement, au quotidien, c'est absolument terrible. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien fait. Mais l'écran, il est magnifique. Alors, je sais que sur Android, on a déjà des écrans 120 Hz, 140 Hz et plus depuis longtemps. Je le sais très bien. Mais au quotidien sur iOS, avoir un écran aussi fluide, c'est un vrai régal, c'est une vraie plus-value avec cette nouvelle version de iOS, donc iOS 16, dont je vais reparler dans un instant.
Tout paraît encore plus fluide qu'avant, c'est un vrai bonheur et cet écran, je le trouve encore meilleur que les écrans OLED qu'on a eu précédemment sur le 12 Pro. Sur le 13 Pro, je le trouve vraiment magnifique, il est ultra brillant, les couleurs sont magnifiques. Et donc avec cette nouvelle, ce nouveau taux de rafraîchissement qui est encore supérieur aux anciens et qui on va dire, se cale à votre utilisation, c'est-à-dire que si le téléphone, là on est sur la page d'accueil, typiquement normalement l'écran il descend à quelques hertz, donc quelques rafraîchissements par seconde. Alors que si on fait un jeu, si on lance une vidéo, ou si on est sur une application qu'on fait défiler des trucs, genre comme sur, je sais pas, Amazon, AliExpress, que vous voulez, eh bien le taux de rafraîchissement monte automatiquement et c'est très très bien fait. Donc pour moi, vraiment, l'écran, en plus c'est ce qu'on a sous les yeux constamment, hein, évidemment, mais c'est vraiment la chose que j'ai le plus appréciée en quelques jours d'utilisation de ce 14 Pro. Parce que entre ça, donc je vais y revenir juste après, le fameux Dynamic Island, et puis cette qualité d'image, cette fluidité, ces couleurs, ces noirs absolument intenses, c'est pour moi le point positif principal, l'argument principal de ce 14 Pro. Je vais revenir après sur la photo évidemment, mais ça, ils étaient déjà tellement bons sur les modèles précédents que je ne vois pas beaucoup de différence, mais je vais y revenir. Donc une fois qu'on a parlé de cet écran magnifique, on peut parler un instant du design. Évidemment, c'est le même design que le 12 Pro, que le 13 Pro, je suis d'accord, sauf cette fameuse encoche, dont je vais parler tout de suite. Mais le design, alors vous remarquez que je l'ai pris en or, parce que j'avais déjà eu le 12 Pro en or. Le 13 Pro, je l'avais pris en bleu, il était magnifique avec ce bleu ciel, c'était très très beau. Et le noir intense, le violet intense comme il l'appelle, c'est sympa, mais je trouve ça assez discret. Et franchement, quand on met le prix d'une voiture d'occasion dans un téléphone, autant en prendre un qui a de la gueule. En plus, comme vous le remarquez, comme vous le savez déjà si vous me suivez, souvent je ne mets pas de coque sur mes téléphones. Et sur celui-ci, a fortiori, c'est du gâchis. Il est tellement beau, c'est un objet absolument magnifique. Je ne comprends pas qu'on puisse être de mauvaise foi sur un objet pareil. Alors les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, je suis d'accord. Mais même quand on est anti-Apple, on ne peut pas nier que c'est absolument magnifique. Tout est impeccablement fait, c'est très beau. Donc, on s'intéresse maintenant à cette fameuse Dynamic Island. Alors, si vous n'avez pas regardé la keynote, si vous n'êtes pas au courant de cette nouveauté, en gros, pour faire simple, pour faire vite, chez Apple, ça fait des années qu'ils essaient de trouver une solution pour cacher la caméra Face ID et la caméra qui fait pour les photos selfie, pour FaceTime, etc. Le capteur de luminosité, tout ça, c'est pas grave, on peut les cacher sous les écrans ou tout au bord des écrans, tout le monde sait le faire, même les fabricants chinois, donc ça, c'était pas un souci. Ce qui était un problème pour Apple, ce qui l'est toujours, c'est cette caméra Face ID, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de lecteur d'empreinte sur les iPhones. À mon grand désarroi, j'aurais bien aimé un lecteur d'empreinte sous l'écran, mais bon, malheureusement, ça ne se fera sans doute jamais. Et donc, cette caméra Face ID, vu qu'elle, c'est un peu comme le Kinect de la Xbox, en fait, elle fonctionne avec un projecteur, ça projette des micro-points sur votre visage, et c'est le top niveau sécurité, parce que même si on a des lunettes de soleil, même si on a une casquette, maintenant même avec un masque Covid évidemment, ça se déverrouille, ça marche très très bien. Ça n'a jamais aussi bien marché, parce qu'honnêtement, j'ai jamais eu d'iPhone qui se déverrouille aussi vite. Le Face ID est devenu incroyablement performant. Et donc pour cacher cette caméra Face ID, chez Apple, ça fait des années qu'ils travaillent sur une solution. Et donc, quand on avait les anciens iPhones, on avait une encoche en haut qui était assez large, qui était devenue un peu plus petite sur l'iPhone 13, mais pas beaucoup. Et là, ces derniers mois, on avait vu plein de photos, plein de concepts avec une encoche, donc comme sur un Samsung en gros, ou comme sur certains smartphones Android, donc un petit trou pour cacher la caméra. Et en fait, on avait vu une forme de i. Alors la forme de i, elle y est vraiment. Quand on est en plein soleil, on voit, on devine l'endroit où il y a la bulle pour le Face ID et l'endroit où il y a la bulle pour la caméra. Donc il y a vraiment un i en fait. Hein. Et tout le noir autour qui forme une sorte de gélule, eux ils appellent ça une île, une island, eh bien ce sont simplement des pixels OLED qui sont noirs, qui sont éteints, mais qui peuvent faire plein de choses. Et c'est très 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 pratique au quotidien. C'est de petits détails, de tout petits détails, mais qui sont vraiment, vraiment pratiques. C'est tout bête, mais voilà, je vais vous faire un truc tout con. Hein. Quand on passe en mode vibreur, voilà, ça se met en haut. Quand on repasse en mode sonnerie aussi. Toutes les notifications qui peuvent utiliser cet espace mort, en fait, hein, de la caméra Face ID, eh bien, voilà, dès qu'ils le peuvent, ils utilisent cet espace. Même quand on est maintenant en mode selfie ou autre, on a la caméra qui est entourée d'un tout petit liseré blanc. Quand on a le mode verrouillé, je vais vous montrer tout de suite avec le petit cadenas voilà, qui se met dans cette partie aussi.
Donc ils ont su très intelligemment utiliser cette partie qui est par définition inutilisable. Donc chapeau, et en plus ça marche très bien et c'est très pratique au quotidien. Et j'en termine sur cet aspect par le fait que ça donne l'impression d'avoir un écran qui est plus grand. Donc ça c'est vraiment bien joué, c'est vraiment malin. C'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir un vrai grand écran sur un iPhone qui n'est pas trop grand, parce qu'évidemment c'est pas le Pro Max. Moi j'aime pas les grands téléphones. Le Pro Max c'est une brique, il faut avoir un sac à main pour se promener avec un iPhone Pro Max, c'est vraiment très grand, vraiment très lourd. Et donc du coup déjà celui-ci, on va en reparler à la fin, mais il est déjà lourd ce téléphone. Mais du coup pour une fois, avec ce nouveau système d'encoche, on a l'impression d'avoir un écran vraiment grand et la symétrie parfaite des bords est vraiment très appréciable. Donc j'en termine sur cette partie écran qui est vraiment pour moi le gros plus de ce téléphone. On passe maintenant aux performances, à la fluidité générale. Alors évidemment l'écran y participe, mais surtout on va dire le hardware, donc le processeur, la mémoire vive, le système d'exploitation. Vous n'êtes pas sans savoir que le système d'exploitation, donc qui s'appelle iOS, n'est disponible que sur les iPhones ou sur les iPads, mais maintenant ça s'appelle iPadOS. Donc ça évidemment c'est une chasse gardée de chez Apple, on ne peut pas avoir iOS sur un autre smartphone. Mais là, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très très bien optimisé. Évidemment, sur un smartphone Android à 1000 €, c'est évidemment super fluide également, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, au quotidien, à l'usage, quoi qu'on fasse, c'est instantané, c'est très agréable, il n'y a aucune latence bien évidemment. Sur tous les jeux en 3D, même les derniers, là j'ai téléchargé le Asphalt 8, il y a un autre jeu de voiture, Assetto Corsa ou je sais pas quoi, qui est d'une fluidité dingue, les graphismes sont magnifiques. Le téléphone, malgré de telles performances, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a que 6 Go de mémoire vive. Alors ça, d'ailleurs, faut gratter pour trouver ce genre d'infos. Mais ce qui est assez fou, parce que sur certains concurrents Android, même à partir de 500 €, on a parfois 12 Go de mémoire vive, donc le double. Et là, avec seulement 6, c'est comme sur un Mac par rapport à un PC, ils arrivent à faire des choses assez incroyables. Aussi, on n'a pas parlé de l'autonomie, qui est très très bonne. J'ai rechargé un petit coup ce matin, mais je ne l'avais pas chargé dans la nuit. Et ce matin, en me réveillant, il me restait 20% malgré toute la journée d'hier où j'ai beaucoup utilisé mon téléphone. En gros, mes journées, c'est 8h minuit. Généralement, je le recharge à minuit quand je me couche. Et là, je ne l'ai même pas rechargé cette nuit. J'ai remis 20% vite fait pour faire la vidéo. Mais honnêtement, l'autonomie tient largement une journée. C'est ce qui est demandé par la plupart des utilisateurs. Très rares sont les utilisateurs qui veulent 2 ou 3 jours d'autonomie sur un smartphone. Et donc du coup, si on a l'Apple Watch, du coup c'est pratique parce que le téléphone et la montre, on est tous les deux à une journée d'autonomie. Le soir, on branche le tout. C'est très pratique. Alors moi, je m'en sers pas, mais il y a un système qui a été inauguré avec l'iPhone 13 de mémoire, là, le truc qui se clipse avec un aimant et puis ça recharge la batterie. Bon, moi, je suis pas fan de ce truc-là. Il y a la charge sans fil, ça marche déjà très bien. Il y a une charge qui est censée être rapide, mais il faut avoir un chargeur compatible. Il faut avoir un câble Lightning qui soit assez de bonne qualité, un vrai câble Apple. Normalement, ça recharge la batterie à 50% en 30 minutes. J'ai pas testé cette partie-là. Personnellement, je préfère utiliser mon chargeur d'iPhone classique. Il charge tout doucement, mais au moins, ça fait pas chauffer les batteries parce que les charges rapides, quelle que soit la marque, plus on charge fort une batterie, plus ça endommage la batterie, paraît-il. Et aussi, c'est tout bête. Bon, alors évidemment, le téléphone, il est étanche, un certifié IP68, etc. Mais ça, c'est le cas depuis de nombreuses années. La stéréo haut-parleur, elle marche encore mieux qu'avant. C'est bluffant. C'est le même niveau sonore qu'une enceinte portative, ou presque. Ça ne crache pas, ça ne fait pas mal aux oreilles, les basses sont présentes, c'est assez bluffant. Honnêtement, quand on met un appel ou un podcast sur le haut-parleur, on pose le téléphone, on peut faire des trucs dans la pièce, on entend parfaitement ce qui se dit, c'est assez épatant. Évidemment, il y a tout ce qui fait un iPhone pour les gens qui sont comme moi, connectés Apple, donc on est dans l'écosystème comme on dit, ce que cherchent désespérément à faire les concurrents comme Samsung ou Xiaomi, c'est-à-dire qu'on a le Mac avec iCloud, on a l'iPhone avec iCloud, on a la montre évidemment, si on a un iPad, tout ça est connecté, c'est très bien fait, c'est très pratique. Pour les gens comme moi qui utilisent e-message, c'est encore mieux que ça l'a été. Maintenant, on peut annuler l'envoi d'un e-message, on peut modifier un e-message qui a été envoyé. Tout ça grâce à iOS 16. iOS 16, donc, on va en faire une petite parenthèse et puis après, on va passer aux choses que je reproche à ce smartphone. Donc, on n'a pas parlé, par exemple, avec iOS 16 sur ce 14 Pro. Ça viendra sans doute sur les modèles futurs, l'iPhone 15 sans doute l'année prochaine. On a Always On Display, si vous me connaissez, vous savez que j'adore ce système qui a été inventé par Samsung avec les écrans AMOLED il y a quelques années. En fait, l'iPhone, tout bêtement, comme beaucoup de concurrents Android, je suis d'accord, il va baisser la luminosité de l'écran, voilà, comme ceci. Il va baisser le taux de rafraîchissement.
Ça consomme quasiment rien, honnêtement, même si vous le laissez toute la nuit comme ça, vous allez perdre 2-3%, c'est extrêmement peu énergivore. Et ce qui est génial, c'est que enfin, ça y est, on pose l'iPhone sur le bureau, on passe devant et on voit si on a eu un mail, si on a eu un message, si on a eu une notification de réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est le truc, ça y est. Ça, c'est le truc qui fait que Apple, aujourd'hui, avec l'iPhone, ils ont enfin rejoint les nouveautés Android qui parfois me manquent. Quand je teste des Google Pixel, par exemple, il y a des petites choses où je me dis « Ah, j'aimerais bien l'avoir sur mon iPhone ». Ça y est, ça fait partie des choses qui vraiment, là, ils ont compris le truc. C'est génial, c'est tout bête. Évidemment, je connais Always On Display, je m'en sers depuis des années sur tous les Android qui passent entre mes mains quand c'est disponible. Mais là, ils ont encore poussé le truc plus loin avec le fait que c'est pas juste une information sur fond noir. Le fond d'écran reste, mais avec une luminosité très faible. Quand le téléphone est dans le noir pendant plusieurs heures ou à extrême faible luminosité, l'écran il est presque éteint. C'est assez bluffant. Et malgré donc ce mode Always On Display, si vous voyez bien, il y a le petit cadenas qui apparaît parce que il détecte que je le bouge, il détecte qu'il y a un visage, mais il me fait bien sentir qu'il est verrouillé. Bon bref, c'est super bien fait et ça pour moi, c'est comme on dit en anglais, c'est un game changer. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui ne voulait toujours pas d'iPhone, je pense que ça peut déclencher des switches, des passages sur iPhone parce que vraiment, alors évidemment, il faut avoir le budget, mais quelqu'un qui n'en voulait pas, qui avait un Galaxy je ne sais quoi, ou un très très cher Xiaomi 12 Ultra ou je ne sais quoi encore, peut-être que ça peut faire passer des gens sur iPhone. En tout cas, voilà, pour moi, là où je suis très agréablement surpris par ce 14 Pro, c'est dans l'accumulation de petites nouveautés qui font que ça y est, pour moi, de mon point de vue, ils ont compris les petites choses au quotidien qui font voilà, qu'on est satisfait, en tout cas un geek comme moi, quelqu'un qui suis vraiment exigeant. Là, il y a tout ce que je cherche sur un téléphone, sauf, on va y revenir, on y passe tout de suite d'ailleurs, sauf, alors, c'est titillé, mais la partie photo. Alors déjà le niveau design, bon, le design, je trouve que c'est un très bel objet, évidemment. Pour moi, les capteurs photos sont quand même un peu gros. C'est un peu du tape à l'œil, un peu du matu vu. Je préférais le design d'un 11 Pro qui était plus discret. Évidemment, la surépaisseur, elle est nécessaire techniquement parlant pour faire passer les lentilles, pour avoir du zoom 3 fois, pour avoir des choses comme ça, ok. Mais le fait que les trucs soient si gros, là, les 3 ronds, c'est surtout pour faire voir aux copains et aux copines quand on téléphone qu'on a un 14 Pro du coup. Donc pour moi, bon, ça c'est pas ce que je préfère. Mais niveau photo, bon évidemment c'est du très 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 haut niveau vidéo aussi. La nouvelle stabilisation, vous trouverez plein de vidéos sur YouTube pour vous montrer à quel point c'est efficace. Hein, c'est vraiment très efficace. On peut maintenant courir ou on est en voiture. Si le téléphone il bouge, la vidéo reste stable. Alors je vous parle de vidéos faites avec l'application photo, hein, pas des Snapchat, hein, ok. Et donc du coup, la partie photo, elle est excellente, évidemment. Mais je l'ai mis entre plus et moins parce que il n'y a pas de réelle nouveauté. De toute manière, on est arrivé un peu là, on plafonne. Hein, on ne peut pas aller beaucoup plus haut en photo. Certains attendaient la 8K sur la vidéo. Honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Déjà, toutes mes vidéos sur la chaîne sont en 4K depuis des années, mais la plupart des gens les regardent en 720p ou en 1080p. Donc voilà. La 8K, pourquoi pas, mais voilà, la qualité photo est très 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 bonne. Les photos sont instantanées, que ce soit dans la pénombre, en plein soleil, sous la pluie, en selfie. Évidemment, toutes conditions, les photos sont absolument impeccables. Personnellement, j'utilise beaucoup les live photos. Si vous n'avez pas eu d'iPhone, vous ne pouvez pas vraiment comprendre. Chez Android, notamment chez HTC il y a quelques années, ils avaient fait un truc un peu comme ça. En gros, chaque photo, c'est un peu un GIF, un GIF. C'est-à-dire que si vous maintenez votre pouce, ça bouge et surtout on entend le son. Si vous avez des enfants, c'est magique. Comme ça, même 10 ans après, vous regardez une live photo, vous réentendez, vous revoyez la photo bouger. C'est magique. Bon, il y a plein de choses comme ça. Évidemment, je suis un utilisateur Apple One, donc du coup, j'ai iCloud et tous les services Apple Arcade, etc., Apple TV. Donc forcément, voilà, tout ce qu'il faut où il faut. Et si vraiment on passe aux choses que voilà, je reproche au téléphone, parce que tout à l'heure je disais il est parfait, sauf pour moi il est trop lourd. Hein, j'avais fait un tweet à ce sujet sur le compte Twitter de C'est Mon Avis. On est au-dessus des 200 grammes, on est à 209 grammes. Jamais un smartphone Apple de 6,1 pouces aura été si lourd. Hein, de toute l'histoire des smartphones 6,1 pouces, qui a maintenant quelques années, donc la taille et la diagonale de cet écran, eh bien celui-ci c'est le plus lourd. On est à 209 grammes. Ça commence, alors déjà le 12 Pro je le trouvais lourd, le 13 Pro je le trouvais lourd, le 14 Pro je le trouve un peu lourd. Ça aurait été vraiment cool qu'ils arrivent à faire quelque chose de plus léger, mais enfin c'est des matériaux nobles, c'est de l'inox, c'est du verre, etc. Donc
voilà, on peut pas tout avoir. Mais voilà, dans une wishlist de perfection, un téléphone un peu plus léger, pourquoi pas un peu plus mince. J'aurais rêvé d'un design à la iPhone 4 ou 4S, vous savez, avec ce verre complètement plat à l'arrière et les appareils photo qui seraient cachés dedans, visiblement, techniquement pour l'instant. C'est toujours pas possible, ça viendra peut-être. Et évidemment, ça y est, on en parle enfin. On va parler du prix juste un instant. Évidemment, c'est très cher, c'est trop cher. Avec l'euro qui baisse face au dollar, avec l'inflation, la crise des semi-conducteurs, il est encore plus cher que l'était un 13 Pro, il est encore plus cher que l'était un 12 Pro. Un téléphone Apple de 6,1 pouces n'aura jamais été si cher en prix de base. 1329 euros, c'est le prix le plus petit sur cette gamme 14 Pro. C'est beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de personnes que je vois dans la rue, souvent des jeunes femmes, même parfois des jeunes femmes, on va dire des étudiantes, qui ont du 12 Pro Max, du 13 Pro Max. Donc, visiblement, le prix n'est pas un problème. C'est le prix, l'argent, et c'est le problème de tous, évidemment. On court tous après ça. Évidemment, 1300 euros, c'est très cher, c'est une somme énorme. On peut acheter une voiture d'occasion à ce prix-là. Mais quand je vois le nombre incroyable de personnes dans la rue qui téléphonent avec des 12 Pro Max, des 13 Pro Max, donc des téléphones à 1500 euros, je me dis que, visiblement, le prix n'est pas forcément un problème sur cette gamme. Et de toute manière, je pense aussi que quelqu'un qui avait déjà du 11 Pro, du XS Max par le passé, donc c'est quelqu'un qui, voilà, de toute manière, s'attend à mettre 1000 euros dans un téléphone, pourquoi pas le payer à crédit, pourquoi pas le payer un peu moins cher en s'engageant sur 2 ans avec un opérateur, il y a plein de manières de faire baisser le prix. Après, celui-ci, personnellement, je l'ai acheté à la boutique Apple Store parce que le 14 Pro, il est en rupture quasiment partout, Boulanger, Darty, Fnac. Donc, pour l'avoir, il y a quasiment peu de solutions, sauf d'aller en Apple Store et donc, du coup, de le payer comptant ou à crédit. Une chose est sûre, c'est que un téléphone comme ça, c'est plus un investissement qu'une dépense. C'est pas un téléphone qu'on va changer dans 6 mois. Le 12 Pro que j'utilisais il y a quelques années, ma compagne l'utilise encore, la batterie elle est encore bonne, on est à plus de 80% sur la batterie. Le téléphone il est tombé à un nombre incalculable de fois, l'écran et la vitre arrière ne sont toujours pas cassés. Donc c'est vraiment un investissement, c'est comme un MacBook. Un MacBook on l'achète, on le garde 10 ans. Un PC portable on l'achète et puis au bout de 4-5 ans on se dit putain il faut en acheter un autre parce que ça rame quoi. Voilà. C'est un peu pareil. Je finis par préciser que souvent on me rétorque que le coût de l'investissement, en tout cas quand j'étais vendeur d'arty, souvent on me l'a dit, oh, c'est pas faux, obsolescence programmée, blablabla. J'ai réparé des iPhones, c'est mon métier depuis plusieurs années, j'ai réparé plein d'autres téléphones de plein d'autres marques, je vous assure que l'obsolescence programmée chez Apple, c'est un mensonge, c'est faux, c'est sans doute l'appareil sur lequel il est le plus facile de changer un écran, une batterie, et là, comment dire, le maintien à jour des téléphones est assez bluffant puisque l'iPhone 6S l'année dernière a été maintenu à jour avec iOS 15. L'iPhone 6S, c'est 2013 de mémoire, c'est presque 10 ans. Donc presque 10 ans plus tard, Apple continue de fournir des mises à jour pour des appareils qui ont été vendus il y a 10 ans. Donc niveau, voilà, obsolescence programmée, etc. Non, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que je maintiens que c'est un vrai investissement. Évidemment, je ne suis peut-être pas purement objectif vis-à-vis des appareils de la marque Apple. J'aime beaucoup cette marque, évidemment. J'aime leurs produits. Mais là, honnêtement, même si j'ai été déçu par le passé, par exemple, le 14 tout court, pour moi, c'est une vraie déception. Si vous me demandez si ça vaut le coup de passer d'un iPhone 13 à un iPhone 14, non, gardez votre iPhone 13, sauf si vous comptez aller faire de la randonnée au milieu de nulle part, et auquel cas, vous pourrez envoyer un SOS via satellite. C'est la seule vraie nouveauté sur l'iPhone 14. Sinon, le 14 Pro par rapport au 12 Pro et au 13 Pro, pour moi, il y a une vraie plus-value, il y a une marche en avant qui est assez importante, avec beaucoup de nouveautés qui me satisfont. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Donc, je donnerai à ce téléphone la note de... je suis désolé, il y en a qui vont gueuler. Je donne 9,5 sur 10. Voilà. S'il était moins cher, on sera 10 sur 10. Faut aimer iPhone. Faut aimer iOS. Et voilà. Évidemment, il y en a qui vont sans doute commenter en disant c'est un téléphone qui coûte 300 $ à produire, ils gagnent 1000 € à chaque fois qu'ils en vendent un, je sais pas quoi. Peu importe. J'ai envie de dire, je m'en fous, franchement, je m'en fous. Je ne sais pas combien fait Ferrari de marche sur une voiture, je ne sais pas combien Porsche fait de marche sur une voiture. J'en ai rien à faire. Je sais juste que en conduire une est un bonheur absolu. Et bien là, c'est absolument la même chose.
l'utiliser, c'est simple, c'est efficace, ça marche, c'est exactement ce qu'on cherche, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de trucs agaçants, il n'y a pas d'histoire de trucs qui nettoient le téléphone, ces applications insupportables qu'on a sur des téléphones Android à 1000 €, où on a une application pour vider la mémoire, pour enlever les virus ou que sais-je encore. C'est le genre de trucs, le genre de détails qui font que pour moi, iOS reste encore au-dessus d'Android, malgré de très 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 bonnes choses. Comme évidemment, je vais encore en parler une dernière fois, le Google Pixel 6a, qui pour presque un tiers du prix est quand même pas beaucoup moins bon. Si vraiment, voilà, vous regardez cette vidéo, vous n'aimez pas, vous ne voulez pas d'iPhone, et vous vous dites, quelle est l'alternative Android? Évidemment, la gamme Google Pixel, c'est top de chez top. Voilà, encore une fois, moi, en tout cas, je suis très satisfait, très agréablement surpris là par ce 14 Pro. On verra, je ferai peut-être une autre vidéo sur le long terme, d'ici quelques mois, quelques semaines, pour voir comment il vieillit, si je trouve des choses à lui reprocher. On n'est pas passé sur du USB type C à ma grande satisfaction, parce que j'aime beaucoup ce port Lightning. Il y a des petites choses comme ça, voilà, on verra dans le futur si ça vieillit bien, mais bon. En tout cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, attention, je ne lis pas les commentaires YouTube, donc faites-vous plaisir, dites ce que vous voulez. Mais si vous voulez vraiment me poser une question, c'est plutôt sur Twitter que ça se passe. Donc voilà pour cette vidéo spéciale, ce test de l'iPhone 14 Pro. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!